Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre rendez-vous Éco-Débat. Aujourd'hui, on s'intéresse au tourisme en Afrique de l'Ouest. L'important développement économique de certains pays, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ont ouvert la voie à une croissance du tourisme dans nos régions. Aujourd'hui, le tourisme constitue une opportunité pour la valorisation des ressources culturelles et naturelles d'un pays, tout en dynamisant les activités économiques annexes. Quel regard jeter sur le développement du tourisme, les réalités et les défis du secteur du tourisme et des acteurs professionnels du domaine? On en parle dans ce numéro spécial. Madame Marie-Reine Koné, présidente de l'Association des professionnels du voyage de Côte d'Ivoire, est avec nous. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et avec nous en studio, monsieur Dibi Cléophas Lolo, président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous l'avez bien compris, nous parlerons du développement du secteur touristique, mais aussi de l'impact de la COVID-19 sur ce secteur d'activité. Alors, mesdames et messieurs, déjà, qu'est-ce qui fait la particularité du tourisme en Afrique? Qu'est-ce qui attire en Afrique? Au niveau de l'Afrique, comme dans tout secteur, dans le secteur du tourisme, nous avons toute une gamme de produits touristiques, que ce soit le balnéaire, le tourisme écologique, le tourisme culturel. Donc nous avons toute une gamme de produits touristiques et qui relèvent de nos avantages comparatifs. Donc ce sont ces éléments en général qui attirent. Donc il y a le tourisme d'affaires qui est à côté, qui est là, qui, avec le développement de l'Afrique, qui représente un fort pourcentage, et il y a tout le reste du dispositif touristique avec les différents produits qui constituent aussi des attraits pour les visiteurs internationaux et même les locaux. Alors, je reviens vers vous, Madame Marie-Reine. Vous êtes acteur, on va dire, professionnel du voyage. Tous ceux qui veulent venir découvrir l'Afrique, la Côte d'Ivoire, ils passent par vous. Généralement, qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'ils veulent venir découvrir? De quoi est-ce qu'ils ont... Alors, quand on parle d'Afrique, c'est un petit peu général. C'est même très, très général, parce qu'il est évident que... Parlons de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Parlons de l'Afrique de l'Ouest. Des Occidentaux qui viennent, par exemple, en Côte d'Ivoire, recherchent très probablement la nouveauté. Il y a quelques années, la Côte d'Ivoire avait des offres qui étaient des offres, somme toute, assez bateau par rapport à toutes les offres touristiques dans le monde. On avait le Club Med à Assigny, la Valtour également, l'équivalent du Club Med italien à Assigny, et mon Dieu, qu'est-ce que nous vendions? Nous vendions essentiellement du balnéaire. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout à ce niveau du tourisme. Le tourisme que nous essayons de proposer à nos clients, c'est le dépaysement d'abord. Proposer une petite aventure écologique, une petite aventure où on va oublier le confort, le luxe, pour non pas se ressourcer, mais pour se rapprocher de la nature. Et je pense que c'est en gros l'idée maîtresse que nous proposons à nos clients, à nos touristes, avec bien entendu des plages balnéaires qui sont obligatoires quand on vient dans des pays du soleil. Le soleil, pour des Occidentaux, c'est une valeur sûre, et venir en Afrique de l'Ouest, c'est forcément aller vers le soleil. Donc on ne peut pas occulter la plage, la mer et le soleil. Justement, comment ce secteur du tourisme a évolué ces dernières années, avant la pandémie de Covid? Avant la pandémie de la Covid-2019, le secteur était en pleine croissance. De 2012 jusqu'à 2019, par exemple, en 2019, selon les chiffres de la Banque mondiale, le secteur a représenté 7,2% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, 7,2%. C'est-à-dire de 2012 à 2019, il y a eu une croissance, une augmentation de plus de 350% du secteur. Et l'UEMOA dans la zone a planifié effectivement un fort développement du tourisme. C'est tiré par le tourisme d'affaires qui est quasiment en 2019 était à 68% de l'ensemble du secteur. Mais comme Mme Koné l'a dit,
tous les autres secteurs étaient dans une dynamique de développement. Et vous, au niveau des professionnels, qu'est-ce que cela englobe quand on parle de professionnels du voyage? C'est que des agences de voyage? Ce sont strictement des agences de voyage, mais il y a deux catégories d'agences de voyage. Il y a les agences de voyage qui ont une activité globale, faire venir le touriste, donc lui vendre le billet d'avion et lui vendre la prestation touristique. Bon, ça, c'est quand je parle du touriste qui vient en Côte d'Ivoire, mais c'est exactement les mêmes produits que nous vendons quand c'est une personne qui part de Côte d'Ivoire faire du tourisme à l'étranger. Et puis il y a les agences de voyage qui n'ont pas les autorisations d'émission de billets d'avion, et celles-ci représentent la majorité. Elles ne font que du tourisme ici en Côte d'Ivoire. Alors quand on sait que quand on parle de tourisme, on parle de voyageurs qui viennent découvrir, et avec la pandémie de Covid-19, on a vu les vols étaient suspendus et autres. Comment vous, en tant que professionnel du voyage, vous avez vécu l'avènement de cette crise? Eh bien, je ne dirais pas comment nous l'avons vécu, je dirais comment la vivons-nous, parce que rien n'est encore terminé. Nous sommes encore en plein dans la crise. Voit-on la fin du tunnel? Pas encore. On est donc en détresse, mais vraiment en grande détresse. Les agences de voyage ont perdu en 2020 environ 70% de leur chiffre d'affaires. Et là, depuis 2021, nous voyons que la situation est pire. Aujourd'hui, on est presque à 80-90% de perte de notre chiffre d'affaires. Quand je parle billetterie, surtout. Quand je parle tourisme, qu'en est-il? Nous, agences de voyage, nous n'avons pratiquement aucun moyen de vendre un circuit touristique ici en Côte d'Ivoire. Les structures touristiques qui existent et qui sont en train de se développer parce que justement l'Ivoirien et tout résident en Côte d'Ivoire ne pouvant s'exporter vers d'autres destinations touristiques va voyager à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et ces voyages-là vont permettre à des structures qui étaient vraiment des toutes petites structures de travailler, donc de gagner un peu d'argent, de grandir un peu, de grandir un peu, de grandir un peu, et ça, c'est le côté très positif. Mais malheureusement, c'est un marché qui échappe pratiquement aux agences de voyage. L'Ivoirien, l'Abidjanais va avoir connaissance de ces structures et il va s'y adresser directement. Il n'a pas besoin de l'agence de voyage qui va évidemment prendre une commission et renchérir le coût. Donc pour nous, on assiste à un développement de certaines structures locales qui étaient pratiquement inexistantes auparavant. Quand je parle de structures locales, je suis toujours assez sélective. Il y a beaucoup de structures en Côte d'Ivoire, mais il y a celles qui, nous estimons, nous les professionnels du voyage, celles qui sont susceptibles de plaire à des personnes étrangères à la Côte d'Ivoire. Et il leur faut du pittoresque, il leur faut de l'expérience nouvelle, parfois à la Robinson Crusoe. Nous avons un produit qu'on appelle Robinson Crusoe, et c'est ça qu'on va essayer de vendre, mais très difficilement. Mais c'est en train de se développer, justement, grâce aux Abidjanais qui y vont. Qui vont essayer de découvrir d'autres contrées du pays. Alors, au niveau de la Fédération nationale, comment est-ce que vous vivez cette situation? Madame Koné vient de parler de près de 70%, 80% de pertes sur le chiffre d'affaires. Vous, à votre niveau, comment cela se passe? Et est-ce que vous avez des soutiens des autorités? Des dispositions spéciales sont mises à votre place, des exonérations sur les impôts, des subventions, quelque chose comme ça? Bon, déjà, comment ce fut d'abord une période extrêmement stressante parce qu'il n'y avait pas assez de lisibilité et de visibilité lors de la période de la crise qui continue. Et au niveau des établissements, des autres pans, en dehors des agences de voyage, des professionnels de voyage qui constituent la porte d'entrée des visiteurs internationaux,
les établissements d'hébergement. Déjà, il faut préciser que dans le secteur du tourisme et des loisirs, comme globalement dans notre économie, 99% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Ça veut dire qui font moins de 1 milliard de chiffre d'affaires, 1 milliard de francs CFA de chiffre d'affaires. Voilà. Au-delà sont les grandes entreprises. Donc les grands groupes internationaux qui sont installés ici ne sont pas en nombre et ne représentent pas autant. Donc il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises dedans. Donc ces structures ont vécu difficilement, continuent de vivre difficilement. Par contre, il y a, comme elle a dit, il y a une opportunité de développement du tourisme interne qui était aussi... mais il faut la professionnaliser. Comme elle a dit, il faut la professionnaliser. Il faut des produits très pertinents pour permettre aux uns aux autres de développer ce tourisme interne, voire sous-régional. Donc des cadres qui avaient l'habitude, peut-être en prenant leurs vacances avec leur famille, d'aller en Europe ou aux États-Unis, vu que la pandémie persiste encore, essaient de trouver d'autres alternatives. Donc voyager à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Mais encore faut-il que ce soit très bien organisé au point de vue professionnel, comme ce qui se passe ailleurs. Est-ce que nous avons eu des mesures de soutien? Nous avons été à la base justement avec feu le Premier ministre Gon, lorsque la pandémie s'est déclenchée, nous avions alerté toutes les autorités, nous avions écrit à tous les niveaux, nous avons même effectué une étude pour donner des critères, des leviers afin que le gouvernement prenne des décisions. Et nous avons donc bien accueilli la mise en place de fonds de soutien pour les secteurs privés, les différents secteurs de l'État en quelque sorte, les secteurs privés, les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises, les secteurs informels, ainsi de suite. Par contre, dans l'opérationnalisation, ça veut dire dans la mise en œuvre, ça n'a pas bien fonctionné parce que les mesures prises n'étaient pas adaptées à notre écosystème, à notre manière de fonctionner ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite? Juste un petit exemple. Juste un petit exemple. En Côte d'Ivoire, en l'état actuel de la situation, jusqu'à tout récemment, les entreprises qui vont jusqu'à 50 millions de chiffres d'affaires annuels au niveau fiscal avaient un régime qu'on appelle le régime de l'impôt synthétique. C'est-à-dire que comme ces entreprises ne sont pas des très grandes entreprises, c'est les très petites entreprises, et il y a bon nombre de nos entreprises qui sont dans ce secteur, ne peuvent pas avoir toutes les fonctions d'une grande entreprise. Un responsable administratif financier, ceci, cela, donc ils ne peuvent pas l'avoir. Donc on vient évaluer leur chiffre d'affaires annuel et on évalue leur contribution fiscale. Donc un forfait, et on leur dit, on ramène ça au mois, on leur dit, vous payez ça chaque mois. Donc si une entreprise doit payer dans l'année peut-être 500 000 francs CFA d'impôts, on va diviser par 12 et puis l'entreprise viendra payer le 12e chaque mois. Lorsque la crise est arrivée, il faut tenir compte de ça, on vient dire à cette entreprise qui n'a pas, comme les grandes entreprises, une traçabilité comptable et financière en bonne et due forme avec des états financiers, un bilan et des états financiers. On dit maintenant à cette entreprise, alors qu'on est en situation d'urgence, écoutez, pour pouvoir avoir accès au fonds, vous devez fournir vos 3 derniers bilans financiers. Il va sans dire que c'est maintenant que l'entreprise va essayer d'aller constituer alors qu'elle est en... Donc, on a eu plusieurs des cas de ce genre. Ça veut dire que nos pratiques n'étaient pas conformes aux pratiques importées de l'extérieur qui ont été prises comme critères d'accès au fonds. Donc, je peux donner quelques chiffres. Oui, allez-y. En fin décembre, au Conseil des ministres du 20 janvier dernier, le Conseil des ministres a fait le point. Le fonds de soutien aux PME avait pu satisfaire à peu près 590 PME pour un montant cumulé de 25,5 milliards de francs CFA. Et le secteur du tourisme a eu à peu près 90 entreprises pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA. Alors que notre étude, dès avril,
avait identifié près de 6900 entreprises PME impactées et qui avaient des besoins de 37 milliards. Vous vous rendez compte que quasiment une année après, s'il y a sur 6900, si c'est uniquement à peine 90 qu'on a pu satisfaire, il y a de quoi se poser des questions sur la pertinence de l'opérationnalisation. Et là, comment vous voyez, on voit que le chantier est vraiment vaste, mais comment vous voyez, quelles sont vos propositions pour relancer vraiment ce secteur? Comment vous ramenez les autorités à la table pour leur dire de 6900, vous n'avez pris que 90, comment améliorer un peu? Et puis, quelles sont vos propositions vraiment pour sortir Mais c'est peut-être aussi le moment de voir si les propositions qui ont été faites étaient les propositions adaptées à toutes les catégories. Je vois par exemple les hôteliers et les agences de voyage, nous n'avons pas les mêmes besoins. Un hôtelier peut-être, par un prêt, se hisser et sortir un petit peu de cette crise. Une agence de voyage n'a pas besoin d'investir, ce qu'elle veut, c'est des clients. Un prêt va lui servir à quoi? À s'endetter encore? À avoir des charges supplémentaires parce qu'à un moment, il faudra le rembourser. Sans recette, ça ne sert à rien, un prêt. Par contre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, nous, une grande valeur. Ce sont nos employés. Ce sont des gens qui sont extrêmement formés, qui sont très compétents. Et nous avons besoin de les garder. Or, leurs salaires ont dû, pour la plupart des agences de voyage, être amputés. Parce qu'on ne peut pas faire face. Nous, personnellement, au niveau des agences de voyage, qu'est-ce que je revendique? C'est une allocation chômage pour nos agents, nos conseillers voyage, qui sont une vraie valeur sûre et qu'on ne peut pas forcer à un moment à aller se disperser dans d'autres secteurs parce que ce sera une perte de valeur dans le secteur des agences de voyage. Et ça, je l'ai écrit, nous l'avons écrit avec M. Lodibi, nous avons besoin d'une aide pour assurer un salaire convenable à nos employés. Parce que quand on a plus que 20%, même pas, de notre chiffre d'affaires, comment faire face à toutes les charges? Chez nous, les charges sont essentiellement des charges salariales, charges locatives et toutes les charges fiscales. Voilà nos charges en agence de voyage. Mais ces charges salariales sont très grosses. Quand on a une agence de voyage qui fonctionne bien, qui a des agents extrêmement compétents, ça représente de la formation. Donc de la formation pendant des années. Et cette formation, ça a un coût. Donc on voudrait bien ne pas perdre cet investissement et on voudrait, sur le plan humain, que nos employés, nos salariés puissent vivre correctement et faire face à tous leurs engagements qu'ils avaient avant la crise. Justement, des salariés qui sont eux-mêmes contents de faire découvrir ces destinations aux touristes qui viennent. Mais vous, quelles sont les propositions? Nous sommes à 90 entreprises sur près de 6900. Quelles sont les propositions que vous faites pour relancer? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour relancer vraiment le secteur du tourisme? Nos autorités ont reçu toutes les propositions. Nous avons identifié toutes les propositions. Nous avons identifié tout ce qu'il y a eu comme insuffisance et par élément d'insuffisance, nous avons proposé effectivement des solutions. Un plan de relance, on ne le fait pas sur une année, 2 années. Avec une telle pandémie, le plan de relance, on ne le fait pas à court terme, on le fait à moyen, long terme. Ça peut être sur 7 ans, sur 10 ans. Parce que justement, les professionnels du voyage, leur première, matière première, en quelque sorte, au niveau de leurs activités, c'est les ressources humaines. Donc, il faut leur permettre de préserver ces ressources humaines. Donc, du coup, à leur niveau, effectivement, ils n'ont pas besoin d'investissement au point de vue infrastructure. Donc, voilà. Par contre, quand vous arrivez au niveau des établissements d'hébergement, il faut les mises à niveau, il faut pouvoir entretenir l'investissement qui est là, ainsi de suite. Et donc, il faut intervenir sur une fiscalité adaptée, il faut réduire la parafiscalité, il faut planifier la relance de manière progressive et parallèlement développer des produits substituts en attendant que l'international reprenne, ainsi de suite. Donc, c'est tout un package
Et nous avons beaucoup écrit, Ce que nous reprochons quelquefois, ce que nous souhaitons et qui ne se réalise pas, c'est que les décisions sont souvent prises sans véritablement de concertation. Alors que s'il y a une forte concertation entre les démembrements de l'État et entre l'État et nous, pour des prises de décisions, nous allons forcément prendre des décisions pertinentes. Lorsque la crise a démarré, nous avions souhaité une concertation pour pouvoir aider les uns et les autres à limiter l'impact de la crise. On nous a dit non, s'il y a des fonds de soutien, on ne peut pas associer les associations parce que vous allez être jugé parti. Pourtant, il y a des critères qui sont très clairs. Donc déjà, au niveau des critères, on leur a dit que ces critères n'étaient pas adaptés. Donc ils ont fait l'expérience, il y a eu une phase transitoire, ils ont vu l'échec. Et après, toutes nos propositions, les autorités sont en train d'essayer de les mettre en œuvre, mais là encore, sans la concertation. Parce que c'est nous qui avons proposé. Donc nous savons comment faire pour bien mettre en œuvre. Donc si à chaque fois on vient nous imposer, mais c'est sûr que quelque temps après, on va se rendre compte qu'on n'a pas effectué le bon processus de mise en œuvre. Voilà. D'accord. Donc on voit un peu, je pourrais dire, la part que nos autorités doivent jouer pour relancer ce secteur. Beaucoup pendant cette crise, on a entendu parler de la digitalisation. Comment vous intégrez ou comment vous voyez l'avenir du tourisme avec le digital? Est-ce qu'on peut s'attendre à des safaris virtuels? Ah non, pas du tout, pas du tout. Ce ne sera pas ça. Le tourisme, la digitalisation dans le tourisme, c'est absolument pas ça. La digitalisation va permettre justement d'aplanir les frontières et les distances. Et nous sommes maintenant, on est un certain nombre d'agences de voyage totalement digitalisées ici en Côte d'Ivoire, et nous nous rendons compte combien la digitalisation nous permet d'aller au-delà de ce que nous faisions auparavant. Auparavant, une agence de voyage, comment faisait-elle? Elle avait quelques agents qui partaient explorer les régions, les pays, pour voir qu'est-ce qui était intéressant, quel était le potentiel qui était intéressant pour en faire ses produits à vendre. Aujourd'hui, avec la digitalisation, nous avons absolument tout ce qu'il faut pour, de notre bureau, pouvoir sélectionner les destinations et avoir des influenceurs, par exemple, qui sont à destination et qui vont nous dire quelle est la petite niche à trouver là, quel est le petit must qui va faire que ce petit endroit-là va être vraiment, vraiment ce que nous recherchons. Donc ça, c'est une partie de la digitalisation. Ça nous permet également, surtout parce qu'il faut qu'on vise là-dessus, c'est sur un tourisme inter-État africain de la zone UEMOA. Nous avons besoin, entre pays, d'échanger nos touristes. Et avec la digitalisation, mais c'est un jeu d'enfant. Nous pouvons proposer à nos clients d'aller faire un petit tour au Niger. Par exemple, nous avons des correspondants au Niger qui nous font des choses grandioses dans le désert. Après, ça peut être au Sénégal, ça peut être au Ghana également. Et tout ça, on le fait parce qu'on est digitalisé et on n'a pas besoin de se déplacer. La digitalisation va nous permettre d'avoir des illustrations, des informations et de faire le travail sur place. Alors, M. Dibi, comment est-ce que vous voyez cela, la digitalisation au niveau de votre fédération? Et surtout, comment vous voyez à moyen terme l'avenir du tourisme en Afrique de l'Ouest? Bon, déjà, la digitalisation, c'est la très belle opportunité que la Covid nous a offerte. Il y avait déjà la digitalisation. Peut-être que de nombreux opérateurs ne comprenaient pas bien l'enjeu de la digitalisation, mais à la faveur de la Covid, déjà quand nous on effectuait les études, ceux qui étaient encore réticents à utiliser les nouvelles technologies, et comme il y avait des mesures de restriction liées au voyage, il a fallu bien qu'ils nous transmettent toutes les informations que nous voulions à travers les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, toutes les formes possibles liées à la digitalisation. Donc c'est déjà une opportunité. Et c'est une très belle opportunité qui aide quasiment tous les acteurs, toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur touristique. Au niveau de l'État, la digitalisation, puisque les opérateurs s'y mettent,
ça va permettre, le ministère du Budget l'a déjà développé, de payer les impôts en ligne, de sécuriser les recettes fiscales, de donner plus de moyens à l'État de jouer sa partition. Et ça, c'est un point très fort et nous encourageons nos membres à quasiment utiliser, à user de la digitalisation pour leur fiscalité, pour honorer leurs engagements parce que ça réduit les coûts de production. Que de se déplacer, aller, ça réduit les coûts de production. L'autre avantage de la digitalisation, c'est ce qu'elle a expliqué. Vous voulez aller à Odiéné, c'est arrivé là-bas, vous allez faire le tour d'Odiéné en train de chercher un hôtel. Alors qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, à partir d'Abidjan, avant même de partir, vous pourrez avoir une vue très nette, avoir toutes les informations utiles pour pouvoir effectuer de manière pertinente votre séjour. La digitalisation au niveau de l'identification des potentialités à travers les collectivités territoriales, pourvu qu'elles acceptent de travailler en partenariat avec les professionnels des voyages. Déjà en 2013, l'État a pris les devants pour faire effectuer la monographie de chaque région. Quelles sont les potentialités touristiques dans chaque région, dans les communes. Et ils ont ces éléments. Une fois que c'est digitalisé en liaison avec les professionnels, ça constitue aussi des atouts. Donc il y a plusieurs autres atouts. Beaucoup d'autres atouts. Voilà qui met un terme à ce numéro spécial sur le tourisme. Le tourisme, une opportunité de développement pour l'Afrique qui va devoir se réinventer. Et je recevais sur ce plateau Monsieur Dibi Cléophas Lolo, président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire. Et avec vous, Madame Marie-Reine Koné, présidente de l'Association des professionnels du voyage de Côte d'Ivoire. Merci encore pour vos éclairages. Et merci à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. L'information, c'est dans quelques petites minutes. Agréable suite au programme sur nos antennes.